Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, heureux de vous retrouver pour 90 minutes de débat, de reportage et d'expertise. La promesse est dans le titre, vous le savez, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Faut-il que les responsables politiques se montrent plus transparents sur leur vie privée? Cette question, nous vous l'avons posée avec nos partenaires du baromètre Odoxa. Vous verrez dans un instant que les sympathisants de la gauche radicale y sont particulièrement sensibles. Ce sera dans notre premier débat, 100% politique, où l'on parlera aussi de la cote de popularité d'Elisabeth Borne et de cette enquête ouverte aujourd'hui sur le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Et puis pour notre second débat, on va commenter cette phrase. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. La fin de l'abondance, la formule d'Emmanuel Macron pour annoncer l'ère de la sobriété énergétique a évidemment concentré les critiques de ses opposants. On va l'analyser à court terme. Peut-on passer l'hiver sans coupure d'électricité? Et à long terme, peut-on se passer du nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050? Les réponses dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les effets de l'affaire Quatennens sur la popularité de Jean-Luc Mélenchon et sa dévisse, Audrey Bétaz. C'est un soutien coûteux politiquement pour Jean-Luc Mélenchon. La semaine dernière, il salue le courage d'Adrien Quatennens, député de sa formation, qui vient de se mettre en retrait après la révélation d'une main courante déposée par sa conjointe. Dans la foulée, le leader de la France insoumise dégringole dans les enquêtes d'opinion. Moins 6 points auprès des Français et pire, moins 8 points auprès des sympathisants de gauche. Plus encore que la chute d'Adrien Quatennens lui-même, moins 4 points. Sur ce sujet, ça fait 15 ans que je fais de la politique avec Jean-Luc Mélenchon. À intervalles réguliers, on cherche à instrumentaliser une crise, on me dit que sa cote de popularité baisse, qu'il est fini. Et puis, la dernière fois, on nous a fait ça au moment des perquisitions, vous en rappelez. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% des voix, le plus gros score qu'il a jamais réalisé à l'élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, la France insoumise semble souffrir du syndrome de l'arroseur arrosé, après avoir vivement critiqué les affaires de mœurs des autres formations. Les Français semblent déçus de voir le parti rattrapé par des affaires similaires. Il faut dire qu'ils sont 69% à souhaiter que les responsables politiques se montrent davantage transparents sur la vie privée. L'exemplarité est d'abord demandée en matière d'argent, loin devant les mœurs et la non-violence. On voit poindre depuis les années 80-90 une dépolitisation du débat public, grosso modo, avec la fin des idéologies, avec le sentiment que le politique ne pouvait pas changer le réel. Eh bien, les Français se sont repliés sur une approche d'abord gestionnaire du politique et puis ensuite, en réalité, très morale de la politique. Si le politique n'est qu'un gestionnaire, on demande au moins aux politiques d'être honnêtes et d'être honnêtes à la fois dans son aspect public, gestion des deniers, mais également dans son aspect privé, vu comme étant un élément complémentaire. Et cette attente ne semble pas satisfaite. 87% des Français pensent que le comportement des politiques ne s'est pas amélioré ces dernières années. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de lois et d'outils de contrôle. Un exemple, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée en 2013 après l'affaire Cahuzac. Beaucoup d'enseignements à tirer de ce baromètre Odoxa, mascaré pour LCP, Assemblée nationale, Public Sénat et la presse quotidienne régionale. J'accueille Gaël Slimane, bonsoir, bienvenue. Le président et cofondateur d'Odoxa. Alexia Germont, bonsoir et bienvenue, présidente du Cercle de réflexion France Audacieuse. Frédéric Potier, bonsoir, bienvenue à vous aussi, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir et bienvenue Laetitia. Je redonne ce chiffre qu'on a vu rapidement, Gaël Slimane, dans le sujet d'Audrey, 69% des Français qui répondent oui à la question « Faut-il que les responsables politiques se montrent plus transparents ?» Et alors, ce qui est intéressant, si on rentre un peu dans le détail, c'est 81% des sympathisants de la gauche radicale. Le moins qu'on puisse dire, depuis 2 semaines, ils sont servis, les sympathisants de la gauche radicale. Oui, ils sont servis. Tout a été très bien résumé sur les données du baromètre, comme toujours dans ce qu'on a entendu. Et on voit bien l'articulation de tout ça. C'est-à-dire une affaire qui concerne une personnalité membre éminent des Insoumis et de la NUPES, et des prises de position de Jean-Luc Mélenchon qui suscitent un buzz médiatique. Parfois, le buzz médiatique, surtout sur des affaires qui touchent à la vie intime, au privé, aux mœurs, enfin, on peut appeler ça comme on veut, bien souvent, ça n'a pas d'impact dans l'opinion. Là, ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas justement pour ce que vous venez de dire, parce qu'il y a une attente importante d'exemplarité en matière politique, mais on attend surtout
de l'exemplarité chez ceux qui donnent des leçons aux autres. Et là, en l'occurrence, ce qui fracasse la popularité ou la cote d'adhésion de Jean-Luc Mélenchon, et d'à peu près tous les membres de son parti dans le baromètre d'ailleurs, c'est le fait qu'ils ont été en première ligne pour dénoncer des comportements parfois supposés chez certains de leurs adversaires politiques, des gens qui ont contesté les faits, on peut penser à Damien Abad, on peut penser au ministre de l'Intérieur Darmanin, à plein d'autres. Ils ont été extrêmement virulents pour les autres, et quand quelque chose les touche eux-mêmes, là, le sentiment, et c'est ce qu'enregistre notamment Mascaret sur les réseaux sociaux, il parle d'arroseur arrosé, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des remontées extrêmement violentes de militants, et beaucoup de militantes féministes donc de la NUPES, leur base, leur propre militante. En fait, c'est pas du win-win, c'est du lose-lose. On a à la fois des critiques de la part des gens qui ne sont pas proches d'eux et qui disent « c'était bien la peine de donner des leçons à tout le monde si finalement vous n'êtes pas plus blanc que les autres ». Et on a des réactions très virulentes de la part de leur base qui disent « mais comment est-ce possible que Jean-Luc Mélenchon fasse ce tweet ?» Parce qu'à la limite, il aurait pu prendre une posture neutre en disant qu'il prend acte de la décision d'Adrien Quatennens, ne pas en rajouter s'il ne voulait pas enfoncer Adrien Quatennens. Mais faire ce tweet dans lequel il salue le courage d'Adrien Quatennens sur une affaire reconnue par Adrien Quatennens lui-même comme étant une affaire de violence conjugale et de gifle donnée à sa femme, ce qu'il a reconnu lui-même, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible pour une bonne partie des gens qui sont des soutiens de la NUPES. Alors, j'entendais Emmanuel Bompard, et j'en termine par là, dire « on nous a déjà fait le coup de Mélenchon ». Mais en fait, c'est pas un coup. C'est que ça s'est produit de la même chose, il a tout à fait raison, au moment du fameux « La République, c'est moi » lors de la perquisition. Il s'est effondré dans les enquêtes et il a mis des mois et des mois à remonter la pente. Alors, Manuel Bompard a raison, il ne faut pas enterrer Jean-Luc Mélenchon. Il a su remonter la pente, il a su rebondir, il a su reprendre vie dans les sondages et dans les élections, mais il a eu une traversée du désert très longue. On pourrait lui souhaiter, si on s'appelait Manuel Bompard, eh bien que Jean-Luc Mélenchon ne connaisse pas pareille durée de traversée du désert. Donc ce baromètre, il est fait après l'affaire Quatennens, mais avant l'histoire Julien Bayou, on est bien d'accord? Alors, pas tout à fait. Ça s'est un petit peu télescopé. On était au début, puisqu'on a terminé le terrain vendredi dernier, donc on était au début de l'affaire Bayou. On en parlait déjà de l'affaire Bayou. Je voulais avoir ça. Avec ça, Germont, vous faites la différence, tiens d'ailleurs, entre ces deux affaires. Est-ce que certains disent que ce n'est pas l'affaire Bayou, c'est l'affaire Rousseau? Oui, pour moi, c'est pas du tout le même type d'affaires. Juste pour rebondir sur déjà ce que vous disiez, Gaël, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le sondage, c'est qu'il y avait cette notion de trahison du pacte de responsabilité. Et ça, je crois qu'on est au cœur. On parle d'exemplarité, on parle aussi d'Adrien Quatennens qui faisait figure de dauphin. Et donc la chute est encore plus fracassante. Et pour Jean-Luc Mélenchon, il y a vraiment cette notion à la fois de soutien qui était à contretemps et de la forme du soutien qui était encore plus maladroite et impardonnable pour quelqu'un qui a son expérience politique. Je ferme la parenthèse parce que... Mais qu'il a assumé. Mais qu'il a assumé. On a posé la question, il l'assume. Oui, qu'il a assumé, mais je veux dire, dans l'impact que ça a, c'est pas un dérapage. Je contrôle toujours mes propos, etc. Exactement, mais enfin, cela dit... Avec un petit geste méprisant vis-à-vis des journalistes, comme il a assez déjà su le faire plusieurs fois. Vous l'aviez testé d'ailleurs il y a quelques années dans une émission média qu'on faisait ensemble. Comme d'habitude. Fin de la parenthèse. Non, les deux affaires ne sont pas identiques, et je pense que quand on parle de l'affaire Rousseau plutôt que de l'affaire Julien Bayou, c'est pas totalement infondé, parce qu'on voit bien que c'est ça qui est particulièrement gênant. C'est que ces affaires-là sont suffisamment graves pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. Et moi, évidemment, avec mon prisme professionnel d'avocat, je ne suis pas favorable à l'institution de commissions au sein de partis politiques, parce que je trouve que je fais confiance, j'ai confiance en la justice de mon pays. Quand il y a des actes qui sont commis et qu'il y a des délits qui sont supposés, on saisit la justice. Ça prend du temps peut-être, mais on a tout l'arsenal juridique à disposition, et il est, à mon avis, injustifié de créer des niveaux de responsabilité qui mettent d'ailleurs les personnes
qui sont aux commandes de ces commissions dans des positions totalement en porte-à-faux, et ces affaires sont suffisamment graves pour qu'elles soient traitées par des magistrats professionnels si ça doit être poursuivi. L'un n'étant pas exclusif de l'autre, mais on voit bien d'ailleurs que la problématique à laquelle on se réfère aujourd'hui, c'est que vous avez un télescopage avec en plus des affaires qui sont politique là, parce que vraiment, il ne faut pas prendre les gens pour plus idiots qu'ils ne le sont. On voit bien qu'en ce qui concerne l'affaire Bayou-Rousseau, exactement, il y a quand même un congrès qui se profile. Bien sûr. Donc, on voit bien que les conditions dans lesquelles ça a été mis en avant sont des conditions qui ne sont pas en droit justifiées. Et le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit attention à la justice de droit privé cet après-midi. Je vous propose aussi d'écouter la réaction du philosophe Raphaël Enthoven, c'était ce matin sur RTL. Le sexisme structurel d'une société patriarcale depuis des siècles n'excuse pas ou n'autorise pas la façon dont Sandrine Rousseau s'est débarrassée de Julien Bayou, ou l'a publiquement, pardon de le dire ça, exécuté. Je vais au bout de ma phrase. Ça ne lui donne pas raison. Comment dire, elle n'est pas excusable de ses procédés par la nature du système au sein duquel elle se trouve. Il y a des lois, il y a des façons de faire, il y a des gens dont la dignité ou dont l'honneur dépend de la façon dont on présente les choses. Elle ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'elle fait reculer la cause qu'elle prétend faire avancer en faisant ça, en se conduisant comme ça. Les gens entendent ça immédiatement. Au lieu de s'indigner d'éventuelles violences psychologiques exercées par un homme sur une femme, ils s'indignent de la façon dont une femme qui se prend pour Robespierre exécute un rival politique. C'est ça le scandale. Le scandale aujourd'hui, c'est Rousseau, c'est pas Bayou. Bon, je voulais que vous écoutiez. Ça correspond exactement à ce que je pense de cette affaire. Oui, ça dépend des gens, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais moi j'assume mon opinion. Il l'affirme comme une vérité absolue, mais... On peut en débattre. Frédéric Pottier, est-ce que... J'aurais peut-être qu'on aille un peu plus loin, puisqu'on parle de cette exigence de transparence et d'exemplarité de la part de nos politiques. Quelles traces profondes peuvent laisser ces deux dossiers ou ces deux affaires, appelons-les comme vous le souhaitez? D'abord, ce que je trouve très étonnant, c'est l'impression d'amateurisme et d'improvisation. On ne découvre pas aujourd'hui les affaires MeToo, les vagues de libération de la parole des victimes femmes. On ne découvre pas des affaires PPDA. Et il y a même des lois. Et les lois imposent aux grandes entreprises, aux administrations, d'avoir des référents harcèlement sexuel, d'avoir des procédures d'alerte, d'avoir des protections de ces lanceurs d'alerte. Et là, on a l'impression que chez les partis politiques, et des partis politiques très en pointe sur ces questions, eh bien, c'est le tout début de la réflexion sur ces sujets-là. Et ça, je trouve que c'est très étonnant. Et effectivement, c'est normal que ça heurte un électorat de gauche, un électorat jeune aussi, parce que l'électorat jeune se retrouve beaucoup chez Mélenchon et chez les Verts. Et donc, c'est vrai qu'il y a un malaise assez impressionnant qui renvoie d'ailleurs, je trouve, ces organisations à leur propre structure. Un coup d'œil, on l'a vu, mais je voudrais qu'on rentre dans le détail sur la cote d'adhésion de Jean-Luc Mélenchon, Gaël Sliman. Elle est à 22% chez tous les Français avec une baisse de 6 points. Mais là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La baisse, elle est encore plus forte chez les sympathisants de gauche. Il est à 55% de cote d'adhésion, mais il perd 8 points. Ouais. Là encore, comment on peut analyser, parce que bon... On sait tous, voilà, l'actualité, un scandale chasse l'autre, etc., etc. On va parler tout à l'heure de cette enquête préliminaire ouverte sur le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Mais les effets à long terme, comment vous pouvez les anticiper ou les imaginer, notamment dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et de ses partis de la NUP? En fait, ça va vous surprendre, mais je l'ai dit d'un mot tout à l'heure, mais il faut écouter Manuel Bompard. Vous montriez l'extrait tout à l'heure. Et il nous disait, mais Jean-Luc Mélenchon s'est remis, on a voulu l'enterrer. Rappelez-vous, au moment de la perquisition. Eh bien, c'est un très bon exemple, en fait. Alors, pas comme lui l'entend, évidemment. Et pour répondre à votre question, je pense que ce qui fait défaut dans l'opinion, puisque moi, c'est de là d'où je parle, ce qui fait défaut à Jean-Luc Mélenchon dans l'opinion, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré, en regardant nos études, que c'était une immense fragilité que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon pour la réussite de Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique, et pour la réussite du mouvement ou de la coalition qu'il portait. Moyennant quoi, dommage pour la gauche ou la gauche radicale ou l'ensemble des gauches, il se trouve que la personnalité la plus saillante, la plus talentueuse, celle qui était la plus en situation
de pouvoir fédérer l'envie des électeurs de gauche de faire un score supérieur à 5% à la présidentielle, c'était Jean-Luc Mélenchon. Mais rappelez-vous, dans les intentions de vote, quand on en parlait ici, les gens connaissent par cœur Jean-Luc Mélenchon. Ils ne l'ont pas découvert à la dernière présidentielle. Il était à 7-8%. Qu'est-ce qui explique qu'il soit passé de 7-8% à 10, puis 12, puis 15, et ainsi de suite? Tout simplement que progressivement, les électeurs de gauche se sont dit « Tant pis, je n'aime pas la personnalité de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il me semble dangereux, parce qu'il me semble trop éruptif, parce qu'il a des défauts qui me font peur, mais il faut bien voter utile à gauche. » Et c'est comme ça qu'il a pu capitaliser sur le vote de gauche. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je crains pour lui que ça n'aboutisse à ce qui s'est passé au moment de la perquisition, c'est-à-dire qu'il dégringole durablement et que cette fois, peut-être, il ne se relève pas. Juste d'un mot sur Sandrine Rousseau et le débat, est-ce que c'est une affaire Bayou ou une affaire Rousseau? On a une autre personnalité qui s'effondre de manière extrêmement impressionnante dans nos enquêtes. Pour les raisons que vous évoquez l'un et l'autre, je pense, c'est Sandrine Rousseau. Alors, Julien Bayou, il est inconnu. Donc, on l'a testé pour la première fois là. 7% de code d'adhésion, mais la plupart des gens qui ne disent pas adhérer à Julien Bayou sont des gens qui disent « je ne sais pas qui c'est, j'en ai jamais entendu parler ». Sandrine Rousseau, quand même, elle se hisse. Elle fait plus 8 points de code de rejet, de personnes qui disent, en gros, la détester. Et elle se hisse sur quasiment le podium des champions du rejet historique, c'est-à-dire Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, justement, et Marine Le Pen. Donc, dans l'affaire Bayou-Rousseau, c'est effectivement plutôt probablement Sandrine Rousseau. Alors, peut-être que Bayou, du coup, ça l'empêchera de décoller puisqu'il n'était pas trop connu avant. Mais en tout cas, Sandrine Rousseau, elle en pâtit parce que le sentiment général, c'est qu'effectivement, elle s'est érigée en procureur, en Saint-Just, en Robespierre, et elle a flingué un adversaire politique en se servant de quelque chose, d'une cause qui est quand même une cause qui mérite d'être défendue autrement. Ouais. Alors on va prendre un petit peu de recul avec vous, Laetitia, dans le temps, puisque la moralisation de la vie politique, c'était l'une des grandes promesses, pour ne pas dire la grande promesse d'Emmanuel Macron en 2017. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné? Oui, dans les faits, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que déjà, il obtient entre les deux tours le soutien de François Bayrou, qu'à ce moment-là, il y a le Penelope Gate qui fait chuter François Fillon et que ça lui permet Emmanuel Macron, challenger des challengers, d'être élu président de la République. Donc tout naturellement, dès qu'il arrive à l'Élysée, il lance ce grand chantier de la moralisation de la vie politique et il le fait avec une communication à l'américaine. C'est la première fois qu'un président français signe en direct à la télévision les textes de loi. Regardez la séquence. Il s'agit donc là de 2 textes importants, la loi pour la confiance dans la vie politique et la loi organique pour la confiance dans la vie politique, que je viens de signer et qui sont donc aujourd'hui promulguées. Ces 2 lois, ce sont des engagements de campagne importants qui constituent une vraie rénovation de notre vie politique. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille est ainsi maintenant promulguée. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Ce que nous avions promis, nous l'avons fait. Bon, à l'époque, sur les réseaux, on s'était un peu gaussé de cette image bancale où on n'a jamais su qui tournait. Et puis de Nicole Belloubet et de Christophe Castaner qui faisaient un peu plante verte. Mais le message, en tout cas de l'exécutif, était passé. Le message était clair. Nous avons tenu nos promesses. Et d'ailleurs, en introduction d'un des textes, il était noté « Notre vie publique a besoin d'un choc de confiance ». Oui, alors vous avez fait référence à la campagne présidentielle, évidemment, le Penelope Gate, mais il y avait eu aussi, pendant le mandat de François Hollande, des lois contre la fraude fiscale, contre la corruption, et puis évidemment l'affaire Cahuzac. Voilà, et c'est pas pour ça qu'Emmanuel Macron s'engouffre dans cette promesse de la République exemplaire, avec par exemple, il l'a dit mais l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires, la limitation du nombre de mandats consécutifs, ou encore le contrôle de leurs frais professionnels, mais... Thomas, 5 ans après, c'est vrai que le principe absolu de la probité en politique n'a pas toujours été respecté. Oui, alors il y a quand même eu quelques départs fracassants. C'est vrai que le premier et certainement le plus symbolique, c'est celui de François Bayrou. C'est quand même lui le monsieur de cette loi, c'est lui le rédacteur de cette loi. Il part dès le mois de juin 2017 à cause de cette enquête sur les emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. Et puis dans la suite de François Bayrou, il y a le départ de Richard Ferrand, mis en cause dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Mais le principe d'exemplarité s'est complètement fracassé sur l'affaire Benalla. Pourquoi ?
parce que le président Emmanuel Macron le soutient coûte que coûte pendant plusieurs semaines, quitte même à critiquer ouvertement les journalistes. Donc pour vous, ça a rompu une forme de lien de confiance? Oui, si tant est qu'il y en ait eu un à un moment donné, complètement, parce qu'ensuite il y a eu quelques largesses, on va dire. Par exemple, avant d'obtenir un non-lieu, Richard Ferrand devient président de l'Assemblée nationale, alors qu'il est mis en examen. Idem pour Gérald Darmanin. Avant aussi de bénéficier de non-lieu, il est nommé ministre de l'Intérieur en 2020, alors qu'il y a 2 plaintes pour viol contre lui. Et aujourd'hui même, Thomas, dans le cercle très privé d'Emmanuel Macron, Alexis Collère et Thierry Solaire, un conseiller spécial, officieux, on va dire, qui joue un rôle fondamental, sont eux-mêmes inquiétés par la justice. Alors, je pose la question ce soir, peut-être que ces lois qui sont écrites ne sont pas écrites par les bonnes personnes, puisqu'elles sont écrites par ceux-là même sur qui le soupçon est jeté. Effectivement. Et alors, ça va être intéressant, Gaëlle, de continuer de creuser l'opinion face à ces questions de transparence et d'exemplarité. Si on regarde les domaines dans lesquels l'exemplarité est la plus attendue de la part des responsables politiques, c'est l'argent qui vient en premier, 67%, bien avant les mœurs. Oui, alors on avait plusieurs réponses possibles, mais il fallait quand même choisir. On demandait aux personnes interrogées de choisir les domaines pour lesquels ils attendaient le plus cette exemplarité de la part des hommes politiques. Exemplarité qui est très importante pour les Français, puisqu'on avait une autre question dans le sondage qui le montrait. Et ils nous disent effectivement que c'est en matière d'argent, que ce soit les déclarations fiscales, les emplois déclarés, etc. D'ailleurs, vous avez vu, Emmanuel Macron l'a d'ailleurs dit dans l'extrait que l'on voit en disant... Un homme politique ne pourra plus embaucher une personne de sa famille. On est vraiment tourné autour de ça. En matière de mœurs, on est un cran en dessous. Et en matière écologique, de non-violence, de probité, ça existe quand même. Tout ça apparaît. On peut retenir que tout est important, mais que l'argent est vraiment central là-dedans. Et ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Laetitia, c'est que, en vrai, si je puis dire, probablement que depuis 1995, en vérité, les hommes politiques sont plus honnêtes, qu'il y a moins de magouilles, qu'il y a moins de contournement des lois. Ça paraît évident, c'est une quasi-certitude. Ne serait-ce que parce que maintenant, il y a les feux de l'actualité, les feux des projecteurs qui sont sur eux, parce qu'il y a tout un tas de lois qui existent. Mais en même temps, il est impossible d'y échapper si on fait un pas de côté. Et il y en a toujours un qui pourra se faire rattraper. Mais ça veut dire que l'amélioration, elle n'est pas forcément perçue par les Français, c'est ça? C'est que l'amélioration, dans notre sondage, on a posé cette question, et moi je suis persuadé que les Français se trompent, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de traiter exactement les faits sociaux comme des choses, et là, on a 87% des Français qui nous disent ils sont soit moins exemplaires qu'avant, les politiques, là ils sont 44 à le dire, soit ça n'a pas changé, ça ne s'est pas amélioré. Et ceux qui pensent qu'ils sont un peu plus exemplaires qu'autrefois ne sont que 13%. Donc on voit bien que du choc de confiance. Ben non, c'est même, vous le disiez Laetitia, c'est même l'inverse. C'est qu'à force de mettre en avant un sujet, c'est la même chose que ce qu'on a observé pour Mélenchon, Rousseau, Bayrou, à force de focaliser sur une thématique, même si ça se passe moins mal qu'avant, le niveau d'exigence augmente et du coup le résultat c'est que les gens ont l'impression que tout se dégrade. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice finalement, selon vous Alexia Germont, dans cette perception des Français? Je ne sais pas si c'est une injustice. Oui, je ne sais pas si c'est une injustice, parce que ce qui compte en bout de course, c'est la façon dont les gens ressentent les choses. C'est comme toujours quand on regardait les questions du pouvoir d'achat, il y a à la fois les chiffres et puis il y a la perception des chiffres, le ressenti, et ce qui fait bouger nos concitoyens, c'est le ressenti, c'est pas les chiffres. C'est heureusement qu'il y a encore un peu de cœur. Moi, ce que j'ai trouvé aussi à souligner dans le sondage, c'est d'abord le besoin de transparence, très étonnamment, est porté essentiellement par les plus de 65 ans. Et je trouve que ça, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. On est dans une génération où les jeunes appellent à la transparence tous les jours, et finalement, c'est plutôt les personnes de plus de 65 ans. Les jeunes, peut-être, sont plus désintéressés de la politique. Alors peut-être, ou alors plus intéressés sur les questions de transition écologique, où la fracture est tellement forte. D'ailleurs, comme le reconnaissait Emmanuel Macron lui-même sur cette fameuse interview quand il était sur le Charles de Gaulle, où il disait: ce que je n'ai pas réussi lors du premier quinquennat, c'est à recoudre, à retisser le lien finalement des Français avec la politique. Et ça, je pense que c'est vraiment un point central, parce que ça a beaucoup de déclinaisons. Et puis il y a une seconde chose qui me paraît intéressante aussi, c'est que dans votre étude, il y a une sorte d'incohérence des Français
à un moment, où vous avez à la fois ce besoin de transparence très fort, à plus de 65% de mémoire, 69, voilà. Et en même temps, ce qui vient en dernier, c'est la probité, le transparence sur l'argent, en fait, l'envie, vraiment le focus sur l'argent. Mais c'est plus ce que font les politiques de leurs moyens financiers. Mais finalement, la probité, c'est pas au devant. Donc, je trouve que c'est un peu étonnant de voir cette... Et quelque part, l'exemplarité, je finirai par là. Moi, je me demande si ce qui est... évidemment qu'on attend des politiques d'être exemplaires. Mais surtout, le plus important, c'est d'être en accord avec ce que vous portez comme parole publique et valeur dans le débat public et ce que vous appliquez dans votre vie personnelle. C'est pas tant d'avoir une transparence totale sur la vie personnelle, mais que quand il y a quelque chose qui sort, que ça soit quelque chose qui soit en accord avec vos convictions que vous portez dans le débat public. Alors ça va forcément alimenter ce mouvement d'opinion, cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris sur la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, enquête pour détournement de fonds publics. Valérie Pécresse qui a réagi cet après-midi, et elle réagit en attaquant, en contre-attaquant, parce que cette enquête, elle démarre comment ? Elle démarre sur un signalement d'Europe Écologie Les Verts, et en l'occurrence de Julien Bayou. Vous trouvez que tout cela est cocasse, mais bref. Et donc Valérie Pécresse, elle, attaque le parti Europe Écologie Les Verts pour dénonciation calomnieuse. Écoutez. Écoutez, c'est encore une dénonciation calomnieuse des Verts, c'est leur méthode, ils l'emploient une nouvelle fois, et moi je fais toute confiance à la justice parce que les règles ont été scrupuleusement respectées pendant ma campagne. C'est un signalement de Julien Bayou en l'occurrence. Eh oui. Frédéric Potier, bon voilà, c'est le début. On va laisser la justice faire son travail en essayant d'être le plus serein et tranquille possible. Mais il n'empêche que pour une personnalité comme Valérie Pécresse, qui est déjà, vous la testez même pas dans la liste des personnalités. On alterne donc en ce moment. Non, mais c'est pas un reproche. Elle reviendra. C'est pas un reproche, mais c'est un indicateur d'une certaine façon. C'est un boulet qu'elle va forcément traîner, quelle que soit l'issue de ces procédures qui seront longues. Bien sûr, et ce qui est vraiment paradoxal, et ça fait le lien avec le sujet précédent, c'est que on a des lois qui ont été adoptées sur le financement des campagnes électorales. Ouais. Alors que dans les années 80, c'était la jungle, des détournements, des marchés publics sur lesquels on prélevait une petite portion pour financer un parti politique. Aujourd'hui, la situation, elle a été considérablement assainie. Il y a un contrôle de la Commission nationale des comptes et des financements politiques, du Conseil constitutionnel. Les dons sont plafonnés, il y a une interdiction de financement par l'étranger, et peut-être la brique qui manque, et ça c'était aussi un petit clin d'œil aux images qu'on a vues tout à l'heure avec Nicole Belloubet, c'est peut-être cette fameuse banque de la démocratie qui était une promesse d'Emmanuel Macron, qui était voulue par François Bayrou, et qui n'a pas été finalement mise dans cette loi. Et autre brique qui manque aussi, c'est peut-être le contrôle, parce que quand vous dites pas d'ingérence étrangère et pas de financement étranger, pour l'instant, il y a quand même quelques doutes sur plusieurs campagnes. Hein. Absolument. Mais on n'est pas aux États-Unis. Je pense que le poids de l'argent sur nos campagnes électorales est bien moindre que dans beaucoup de pays. Mais n'empêche que ce type d'accusation, ce type de procédure, ça introduit un doute, ça alimente un climat très malsain et à la fin, ça donne des résultats comme ceux que Gaël vient d'expliquer sur finalement une défiance politique très forte, pas toujours objective, mais un sentiment comme ça que les politiques nous mentent ou prennent beaucoup de largesse avec la légalité. Alors, toujours sur ces questions d'exemplarité et de transparence, ce qui est intéressant quand même, Alexia Germont, c'est d'essayer, c'est ce que j'essaye depuis le début, d'évaluer un effet à long terme. Pour une personnalité comme Valérie Pécresse, qui vit vraiment une année terrible, quand on sait le score qu'elle réalise à la présidentielle, elle sort de cette présidentielle en dessous des 5%, elle fait appel aux dons. Pour même personnellement éponger ses dettes, et voilà cette affaire qui lui tombe dessus. Quel impact en termes d'image, en termes de structuration de l'opinion et des sympathisants LR, ça peut avoir d'après vous? Alors, je commencerai par un premier impact qui est pour la personne elle-même, c'est que pour se défendre, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est ça.
déjà. Donc ça vous met de côté, pas forcément en étant complètement de côté, mais ça vous prend, je dirais, de la bande passante très significativement pour avoir une défense qui est bien orchestrée avec l'ensemble des conseillers que vous ne manquez pas d'avoir. Ça, c'est le premier point. Et c'est le plus immédiat pour moi, et c'est celui qui coûte le plus cher immédiatement, même s'il n'est pas vu des Français. Et puis après, derrière, vous avez l'impact réputationnel, évidemment. L'impact, ça c'est du côté de la personne qui est visée. Vous avez également l'impact à très long terme et qui est très insidieux et que je pense très grave sur l'état de la démocratie, l'état de nos institutions, de la défiance de la vie publique, parce que c'est vraiment tous les efforts qui sont faits au quotidien par les élus qui sont exemplaires pour la plupart d'entre eux et qui travaillent vraiment pour le bien commun. C'est comme un château de cartes. Dès qu'il y a une affaire comme ça, ça permet à une certaine partie de la population d'exprimer sa défiance, son mécontentement, et il faut après détricoter au quotidien. Donc je pense que c'est, même s'il n'y a pas d'élection immédiate, c'est une fois de plus des mètres et des mètres de distance qui se font avec les politiques. Et vous le ressentez après quand vous êtes sur le terrain, forcément. Donc c'est la première des choses dont on va vous parler, quelles que soient les couleurs politiques. C'est pas le sujet. C'est tous pourris. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Et tout ça... Ça fait qu'on se détourne de l'explication pédagogique qu'on doit avoir sur les tenants et les aboutissants des réformes qui sont devant nous et qui sont vraiment des réformes très structurelles pour notre pays. Aujourd'hui, l'état du pays nécessite que tous nos efforts soit tourné vers une sortie par le haut, et c'est pas gagné. Et ça fait monter les populistes. Et ça fait monter les populistes, bien sûr. À mon avis, ne seraient absolument pas exemplaires s'ils étaient au pouvoir. Allez, il nous reste un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure dans ce débat. On a bien, je pense, analysé la question de la transparence et de l'exemplarité. Maintenant, on va être plus sur l'avenir des personnalités ou des familles politiques. Et je commence, grâce à Quentin Calmet, par la NUP ou la NUPES. Bonsoir Quentin, bienvenue, qui pourrait rapidement traverser une zone de turbulence dans la perspective des élections sénatoriales. Expliquez-nous. Oui, les élections sénatoriales, les prochaines élections à se tenir en France en septembre prochain. Elle s'annonce comme un premier test de la cohésion de la NUP. On l'a lu notamment aussi dans Le Parisien ce matin. La France insoumise aimerait enfin avoir des élus ici à la Chambre haute, car ça n'existe pas encore, les sénateurs LFI. On a bien un groupe communiste, mais pas de LFI. Sauf que, rappelez-vous, le Sénat, il est renouvelé par moitié tous les 3 ans via un scrutin universel indirect. En clair, ce sont les grands électeurs qui votent, et à 95%, les maires et les conseillers municipaux. La France insoumise ne dispose que de très peu d'élus locaux, donc ce sera difficile pour ce parti l'année prochaine. Seule façon d'y arriver est disposer d'accords électoraux, c'est-à-dire de continuer à disposer de l'accord électoral de la NUP qui avait été créé pour les législatives, et donc de faire liste commune avec le Parti socialiste, les communistes ou encore les écologistes, sauf qu'au PS, par exemple, hors de question de se faire humilier par les troupes de Jean-Luc Mélenchon, comme certains ont pu vivre l'accord de la NUP aux législatives. Écoutez Rachid Temal, un des sénateurs socialistes les plus critiques de cet accord. Lors des discussions sur les législatives, il y avait quelques principes. Je pense qu'il faut les reprendre. D'abord, c'était les sortants. Je crois qu'il faut reprendre ce principe-là. Et puis, je crois que LFI avait demandé à ce qu'on soit sur le score des uns et des autres au présidentiel. Alors nous lui répondons aujourd'hui. Alors regardons les scores des municipales des uns et des autres. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit faire ces négociations-là. Voilà, on repart donc du score des municipales, donc pas du tout du score des présidentielles. C'est pratique pour le Parti socialiste qui dispose encore d'un maillage territorial. Et même chez les partisans de cet accord, Thomas, on sent que les rapports de force ont changé par rapport aux législatives. Mais pas question de se mettre à dos la France insoumise. S'ils font liste à part, ils peuvent diviser les voix dans les départements, qui est la circonscription pour les sénatoriales. Écoutez Rémi Cardon, élu dans la Somme. On est effectivement en position de force. Maintenant, comme le dit Patrick Kenner, soyons plutôt habiles, c'est-à-dire mettre des candidatures pour mettre des candidatures contre des sénateurs socialistes, ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Là, il faut vraiment raisonner et être très pragmatique par rapport au poids de chacun dans chaque territoire.
Voilà, les socialistes qui ont d'ailleurs une réunion ce soir avec les sénateurs sortants et qui vont définir comme cela une stratégie avec les partenaires de la NUP cet automne pour commencer la campagne au printemps de l'année prochaine. Thomas. Merci beaucoup Quentin. Frédéric Pottier, je reviens vers vous. Est-ce que c'est forcément le destin de la NUP de se briser sur les prochaines échéances électorales, que ce soit les sénatoriales ou après les européennes? Encore plus peut-être. C'est vrai Thomas qu'il y a 2 échéances compliquées pour l'accord électoral, puisqu'il y a les sénatoriales et après il y a les européennes. Et il se trouve que c'est 2 scrutins qui n'aident pas forcément à forger des coalitions. Donc le scrutin sénatorial, c'est beaucoup de campagnes de terrain. Donc il faut des sortants, il faut aller faire campagne dans chaque commune, chaque mairie, chaque petit village. Et là, c'est vrai que LFI n'est pas tellement en situation de force pour imposer des candidatures, sauf peut-être dans quelques grandes villes et départements urbains. Et l'autre échéance qui arrive, c'est les européennes, où il y a des désaccords majeurs abyssaux entre les Verts quasi-fédéralistes, LFI souverainistes, le PC et le PS. Donc c'est vrai que ça va être des 2 scrutins extrêmement difficiles à préparer pour les formations politiques. Gaël Sliman, vous voulez intervenir, Laetitia ? Juste une petite question. Est-ce que sans Jean-Luc Mélenchon, la NUPES peut encore tenir ? Parce que là, on se posait la question de l'avenir de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'avais compris que perdant, il disait « faites mieux ». Faites mieux, c'est ce qu'il a dit au soir de... Et donc, il se retirait de la course. Apparemment, il est encore là. S'il s'effondre, est-ce que, vous parliez de château de cartes, est-ce que, de façon assez logique, la NUPES ne va pas s'effondrer aussi? Gaël, je vous laisse cette question et je rajoute la mienne. Est-ce que les Français la perçoivent toujours comme une alliance de circonstances, la NUP? Alors pour la première question, c'est très compliqué d'y répondre parce que je rebondirai sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il est à la fois un formidable atout pour que la gauche fasse un bon score à une présidentielle et déjà pour une présidentielle un grand handicap à cause de sa personnalité éruptive, tonitruante, clivante. Donc peut-être paradoxalement, qu'une NUPES, parce que c'est aussi politique de dire NUP ou NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologiste et Socialiste. Écologique et sociale. Et oui, donc il y a bien un S à la fin, et que Jean-Luc Mélenchon voulait faire oublier, parce qu'initialement, lui, il avait un mouvement qui s'appelait NUP. Donc, moi je m'appui sur l'Académie française, oui, je sais. On dit la jupe, ou les jupes, donc on dit la NUP. Mais on ne dit pas des jupes. C'est pas par choix politique. Non, mais je sais bien, Thomas. Mais ce que je veux dire, c'est que chez Jean-Luc Mélenchon, c'en est un. D'accord. Et en l'occurrence, par rapport à notre sujet, il a une envie hégémoniste sur... cette alliance de la gauche. Peut-être que la gauche pourrait survivre à la retraite de Jean-Luc Mélenchon et sortir de là, finalement, quelque chose qui existe réellement. Parce que, très sérieusement, depuis la fin du quinquennat de François Hollande, c'est plus tellement ce qu'est la gauche. Quand on interroge dans les sondages le peuple de gauche, il est un petit peu perdu. Et je crois que vous avez bien sûr tout à fait raison sur ce que vous disiez sur les échéances électorales qui se prêtent plus ou moins bien à une coalition. Celles qui viennent s'y prêtent plutôt moins. Donc peut-être que ce sera le moment pour la gauche de se réformer, de faire émerger des personnalités nouvelles. Alors ce ne sera pas Adrien Quatennens probablement, mais et aussi de construire un socle commun d'idées qui pourra fonctionner. Parce que c'est ce qu'on avait vu à la présidentielle. Il y avait une demande d'une gauche en France. Elle existe toujours. Pour l'instant, elle ne voit pas très bien où s'incarner. Alliance de circonstances ou pas? Je vous pose la question à vous, Alexia de Vermont. Au début, très clairement. Mais après, vous savez... Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Ça ne s'est pas fracassé sur les projets de loi, les uns après les autres. Alors, on va voir, parce que là, c'est la rentrée. Donc, tout le monde reprend ses marques. Et puis, je crois beaucoup que le collectif, vous savez, à un moment, arrive à trouver sa place de lui-même. En d'autres termes, cette alliance qui était que de circonstances, les gens vont apprendre à travailler ensemble aussi. La politique, c'est aussi beaucoup d'humains. Donc, je pense que ce serait présomptueux de dire que ce n'est qu'une alliance de circonstances. Au fur et à mesure, évidemment, il y aura les difficultés électorales parce que les scrutins de liste comme les européennes, ça va être extrêmement compliqué de réconcilier des gens qui ne sont vraiment pas sur la même ligne. Mais il n'y a pas que les élections, il y a aussi la vie parlementaire traditionnelle. Et pour la vie parlementaire traditionnelle, c'est l'intérêt bien compris de tout le monde de faire tenir, finalement, cette alliance de circonstances.
Voilà, c'est un mariage de raison. Oui, alors dans un baromètre Odoxa, c'est tellement riche qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder. On va maintenant se concentrer sur la popularité, la cote de popularité, d'adhésion d'Elisabeth Borne. Alors on regarde celle d'Emmanuel Macron d'abord, puis celle d'Elisabeth Borne. J'espère que vous allez me suivre. Celle d'Emmanuel Macron. Diriez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République? Non à 59%, oui à 41%, avec une progression de 3 points pour le président. Et voici maintenant la cote de popularité d'Elisabeth Borne. Même question, diriez-vous qu'Elisabeth Borne est une bonne première ministre? Le non est un peu plus puissant, 57%. Le oui, eh bien, elle fait jeu égal maintenant avec le président grâce à une hausse de 8 points. Frédéric Potier, comment vous l'analysez, ce rebond? Alors c'est vrai qu'on avait des interrogations au sortir des élections législatives, puisque En Marche n'avait pas eu cette majorité, et on se demandait si Elisabeth Borne allait pouvoir faire face à cette coalition et cette coalition des oppositions. En fait, elle a eu un été plutôt solide. Je trouve qu'elle sort plutôt renforcée de cet été-là, sur le front des incendies. Elle a su aussi tenir tête à un certain nombre de barons, de piliers du gouvernement, imposer un style aussi, en fait, un style fait de sérieux, de crédibilité. Maintenant, la rentrée, elle n'a pas vraiment commencé. La rentrée parlementaire, elle commence la semaine prochaine. Oui. Et c'est là où les ennuis vont commencer pour la majorité, parce qu'il y a le budget, il y a potentiellement le sujet des retraites, il y a les plans de sobriété aussi énergétiques qui vont arriver avec l'hiver qui va arriver en même temps. Et donc, voilà, je pense qu'on aurait tort à Matignon de se livrer à un certain... Triomphalisme un peu prématuré. Oui. Gaëlle Slimane, elle est... Alors, je n'ai pas regardé la ventilation sympathisante de gauche ou de droite. Où est-ce qu'elle est la plus populaire, en fait? C'est assez remarquable, quand même, ce qui arrive à Elisabeth Borne. Précisons que vous l'avez fait, Frédéric, c'était entre l'été et maintenant. La dernière mesure date juste d'après l'été. Une période où c'était la cata, puisque, en gros, nouvel exécutif, mais en fait, ce n'était pas vraiment du nouveau, puisque Macron était réélu, se retrouvait avec des niveaux très bas pour le président, mais encore plus pour la Première ministre. Les premières prises de position, intervention d'Elisabeth Borne ont donné un sentiment de flottement, elle n'aura peut-être pas l'envergure, elle n'aura peut-être pas les épaules, et donc elle est partie de très bas. Et là, elle réussit une remontée en flèche, et pour vous répondre, ce qui est remarquable, c'est la poussée, et en plus, le fait qu'elle ait une majorité de jugements positifs chez les sympathisants de tous les partis dits de gouvernement, aussi bien Europe Écologie Les Verts, le PS, donc à gauche, qu'à droite, LR. Donc il y a du rejet chez les sympathisants des extrêmes, mais il n'est pas si violent que ça non plus, compte tenu de leur rejet, par exemple, d'un Emmanuel Macron. Et elle arrive à être populaire auprès de ces sympathisants-là. Et donc je souscris tout à fait à ce que vous avez dit sur le fait qu'elle a très bien géré les choses dans l'opinion, qu'elle a su se faire... Elle a gagné à être connue, en quelque sorte. Et je rejoins aussi ce que vous venez de dire sur les nuages sombres qui arrivent, en termes de projets, de réformes, de sujets, parce que, vous l'avez dit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais les retraites, c'est très impopulaire. La réforme de l'assurance chômage, vous ne l'avez pas évoqué, mais ça va arriver sur le devant de la scène. Ce sera probablement impopulaire, ou en tout cas, ce sera clivant. Et donc, elle sera dans une situation où elle devra affronter des vents mauvais, mais il vaut mieux le faire en s'étant un peu réconcilié avec l'opinion qu'en étant partie de son niveau d'avant l'été. J'ajoute qu'en trajectoire, ça ressemble un petit peu, on en avait parlé avant l'été ensemble, parce qu'elle était très basse et on se disait, mais bon, est-ce que c'est condamné? On disait, bah non, regardez Édouard Philippe. Et là, ça ressemble tout à fait à ce qu'avait vécu Édouard Philippe. Dans nos sondages, on s'amusait, c'était méchant, mais de poser la question, comment s'appelle le Premier ministre? En question ouverte. Et on voyait des gens nous dire Gérard Philippe, voilà, se planter complètement. Il était complètement inconnu. Et donc, d'une personnalité inconnue et qui suscitait peu d'adhésion, il a réussi à s'affirmer progressivement comme un Premier ministre préféré à son président, puis aujourd'hui comme la personnalité politique préférée des Français depuis qu'il a quitté Matignon. C'est peut-être ce destin-là qui attend Elisabeth Borne. Donc Elisabeth Borne est très très bien conseillée parce qu'elle était sur un siège éjectable après les législatives. Elle l'a compris, elle a orchestré une opération de communication tout l'été qui était réussie, mais qui était vraiment fournie. Elle a fait une quinzaine d'interviews, tous azimuts, et on voit que effectivement ça permet de l'asseoir avant cette rentrée sociale qui s'annonce. Là, vous êtes un peu aussi gentils tous, parce que c'est jeudi, la première manifestation contre les retraites. Donc là, c'est cette semaine que ça commence. Que ça démarre. Et c'est cette semaine que ça démarre. Il vaut mieux être bien assise, populaire, au moins connue. Alexia Germont, est-ce que vous faites vous aussi le parallèle avec Édouard Philippe?
Ce que je trouve très intéressant, c'est d'abord sur la méconnaissance des Français au départ. Donc finalement, on apprend à découvrir une personnalité. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Elisabeth Borne, c'est que les Français qui la connaissaient la percevaient comme une femme effectivement très compétente, mais donc une techno, comme on dit. Et cet été, la séquence de cet été a permis de démontrer que c'était aussi une femme politique à part entière, avec des réflexes de femme politique, et qui sait sécuriser les côtés sur lesquels il faut sécuriser, mettre en avant un certain nombre de sujets, en même temps sur le fond des dossiers, en ayant la compétence et la légitimité pour le faire, parce qu'elle est arrivée en étant inconnue, mais les Français l'accréditaient quand même, alors je ne sais pas si vous pouviez le tester, mais d'une certaine légitimité sur les dossiers sur lesquels elle était, de sérieux, voilà, de sérieux. Ministre, exactement. Elle était pas complètement inconnue, contrairement à Édouard Philippe. Ah oui. Elle était peu connue ou méconnue. On savait qu'elle était dans le gouvernement, mais... Donc elle imprime sa patte, elle imprime un style aussi, qui n'est pas forcément un style très flamboyant, mais qui est un style extrêmement solide. C'est ce que j'allais dire. L'adjectif qui vient en premier, c'est solide. C'est très solide, voilà. Et après, on disait un peu ça d'Édouard Philippe aussi, d'ailleurs. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la politique qu'elle mène, ça je rentre pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'elle est en train de créer un lien. Après, il y a de nombreux écueils aussi sur le devant de la route, là, parce que l'histoire sérieuse commence maintenant. Les nuages noirs, on va retenir cette expression. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. À bientôt, évidemment, sur ce plateau de Sens Public.